Surnommée la Petite Rome française, la ville de Nîmes, située dans le sud-est de la France, dispose d'un ensemble architectural qui a traversé près de 2000 ans d'histoire. Ces impressionnants vestiges de l'Empire romain s'inscrivent aujourd'hui encore dans le paysage urbain. Avec cette ancienne colonie, c'est toute l'étendue du génie architectural romain qu'il nous est possible d'apprécier. Nîmes, comme les autres cités romaines, veut s'inspirer du modèle romain. Grâce à leur technique de construction incroyablement perfectionnée, les Romains ont progressivement transformé la ville de Nîmes. Ils ont bâti par exemple un impressionnant amphithéâtre long de 133 mètres, l'équivalent d'un tiers du Stade de France construit 2 millénaires plus tard. Cet amphithéâtre, il est exceptionnel, il est vaste, on est vraiment dans les plus grands. L'amphithéâtre à Nîmes est une concentration de tout ce que les Romains savent faire. Les Nîmois se sont inspirés de Rome pour reproduire certains monuments, comme la Maison Carrée. C'est vraiment le temple romain par excellence. On a les mêmes techniques, mais avec des matériaux légèrement différents et des savoir-faire local. Ils ont également fait ériger un imposant rempart encerclant la ville de ses 80 tours. 130 000 tonnes de pierre ont été nécessaires pour bâtir cette muraille. Cette enceinte, elle est vraiment particulière, quoi. Elle fait 6 km de long. On est dans la 5e plus grande enceinte du monde romain. Ainsi, la ville de Nîmes possédait toutes les infrastructures d'une authentique cité romaine, y compris un gigantesque aqueduc dont le pont du Gard constitue la pièce maîtresse. On a l'impression d'un chantier moderne, mais mis en œuvre il y a 2000 ans. Si on prend le viaduc de Millau, finalement, ils n'ont pas mis moins de temps. Au final, il aura fallu un siècle aux bâtisseurs romains pour ériger cet incroyable ensemble architectural. Un siècle au cours duquel ils n'ont eu de cesse de faire évoluer leur technique de construction. Avec le développement de la cité antique de Nîmes, c'est donc tout un pan de l'histoire de l'Empire romain que nous allons vous dévoiler. Nîmes, au sud-est de la France. Située en Occitanie, dans le département du Gard, la ville accueille chaque année près de 2 millions de touristes venus des 4 coins du globe. Et pour cause, elle est l'une des plus anciennes cités de l'Hexagone. Une cité antique qui recèle en son cœur des vestiges vieux de 2000 ans. Une série de monuments romains dans un état de conservation incroyable. Pour comprendre leur histoire et leur origine, il faut remonter à la période de la colonisation de l'Empire romain. Quand les Romains sont venus s'installer sur le site de Nîmes, ils n'ont pas rencontré un territoire vierge de toute habitation, bien entendu, puisqu'il y avait à l'époque gauloise une agglomération importante sur ce site. Disons que le peuple des Volcarécomiques entretenait de bonnes relations avec les Romains. On peut déduire cela du fait qu'il n'y a aucune trace, ni dans les sources écrites, ni sur le plan archéologique, de tensions ou d'affrontements armés. À cette époque, les habitants de Nîmes se nomment donc les Volcarécomiques. Ce peuple gaulois est installé ici depuis plusieurs siècles et entretient des relations pacifiques avec les Romains grâce à de bonnes relations commerciales. Les Gaulois adoptent des mœurs romaines jusqu'à l'alliance militaire, et on sait que sous César, ça c'est sûr, les Nîmois sont alliés avec César. Et puis comme ils vont y rester fidèles aux Romains, eh bien les Romains savent renvoyer l'ascenseur, et donc forcément Nîmes va bénéficier de ça. C'est une démonstration de romanisation volontaire. Cette alliance entre les Gaulois de Nîmes et l'Empire romain se poursuit sous le règne du fils adoptif de Jules César, l'empereur Auguste. Il s'agit d'un jeune homme qui appartient à la noblesse romaine, et ce qui le rend spécial est que Caius Julius César, qui était son oncle, va l'adopter. Donc une fois César assassiné, Auguste devient son héritier, disons, officiel. Augusto diventa il suo erede, diciamo, ufficiale.
Dès le début de son règne, à partir de 27 avant Jésus-Christ, la ville de Nîmes se transforme et se développe de manière exponentielle. Rebaptisée Nemausus, elle obtient alors le statut de colonie latine. Le terme de colonie, c'est plutôt positif pour les Romains. Une colonie, c'est un bout de Rome qui s'installe en dehors de Rome. Et ça se traduit aussi par un modèle de construction que l'on va retrouver sur toutes les cités. Donc c'est ça la civilisation romaine, c'est de réunir des peuples très très différents, mais qui se retrouvent au fond autour d'un mode de vie, d'un modèle architectural, qui est le modèle romain. Pour faire de la ville de Nîmes une véritable cité romaine, il faut donc complètement réorganiser cette ancienne cité gauloise. Et surtout la doter des grands monuments romains qui seront les témoins de son nouveau statut. L'un des premiers chantiers sera celui d'un rempart tentaculaire. Long de 6 km, il sera agrémenté de 80 tours, de 3 portes principales et d'une vingtaine de passages. Toutes les tours, par exemple, sont saillantes, contrairement aux remparts de la même époque. Elles sont de très grandes dimensions. Elles font 11 mètres de diamètre en moyenne, alors que les autres sont autour de 8-9 mètres. Pour les remparts de la même période et équivalent. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cet immense rempart n'a vraisemblablement pas de vocation militaire. Il faudrait une armée énorme pour pouvoir tenir 6 km de rempart, qui dépasserait même peut-être la population même de la ville. Il faut dire aussi que ce rempart est construit à un moment de Pax Romana, c'est le début de l'Empire, et pour 2 siècles et demi, on verra aucun ennemi ni de près ni de loin. Sur le plan militaire, la colonie de Nîmes n'a pas besoin de fortifications. L'Empire est pacifié, il n'y a pas de risques aux frontières. Donc il y a probablement plus une volonté de prestige que le désir de protéger la ville. La construction de ce rempart débute en 16 avant Jésus-Christ et se termine au cours des premières années du siècle suivant. Cet ouvrage constitue alors un véritable exploit technique. Près de 130 000 tonnes de pierre sont nécessaires pour son édification, ce qui représente 13 fois le poids de la Tour Eiffel. Par chance, les Nîmois disposent autour de leur cité de plusieurs grandes carrières de pierre. Ils ont des pierres calcaires à profusion. De toute façon, ils se sont toujours servis, si vous voulez, des pierres qui étaient les plus proches possibles. Ils sont pragmatiques. Ça veut dire beaucoup moins de déplacements, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'ambition sur la taille des monuments et aussi sur leur rapidité d'exécution et aussi sur leur pérennité. Pour construire ce rempart romain, 2 murs de petites pierres taillées baptisées moellons vont être montés sur les parties extérieures. Entre ces 2 murs, on crée un vide d'environ 2 à 3 mètres. Il est ensuite comblé avec des déchets de blocs de pierre liés par un mélange de mortier extrêmement solide, composé de chaux, de sable, de cailloux et parfois de terre cuite concassée. On peut appeler ça le génie romain. En fait, ils vont être les inventeurs de ce qu'on pourrait appeler le béton. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir construire vite et haut et rapidement. Donc on fabriquait une véritable muraille de béton qui est l'ancêtre des fortifications bétonnées du mur de l'Atlantique ou de la ligne Maginot, bien entendu, capable de résister aux chocs les plus violents des pierres lancées par les balistes et les catapultes. L'utilisation du béton présente de nombreux avantages. Les murs sont extrêmement solides, comme en attestent les derniers vestiges encore debout du rempart. Mais surtout, toute la matière première ramenée sur le chantier est savamment exploitée. C'est un chantier très écologique, si on veut, dans le sens qu'on utilise ce qui est le plus près et on l'utilise intégralement. Tous les matériaux qui ont été amenés des carrières et tout ont été utilisés jusqu'à la dernière miette, comme on dit. L'intérêt dans la construction romaine, c'est l'efficacité et l'économie de moyens, sans abandonner pour autant le côté esthétique. Les murs de ce rempart colossal s'élèvent en moyenne à une hauteur de 9 mètres. Pour atteindre les parties les plus hautes du rempart, les Romains imaginent alors un système d'échafaudage bien particulier.
On a quelques traces, effectivement, sur des endroits qui sont très bien conservés. C'est ce qu'on appelle des trous de boulins. C'est des encastrements de la dimension d'une petite poutre qui permettaient de fixer l'échafaudage au rempart. Afin d'installer leur échafaudage facilement, les Romains se servent directement du mur qu'ils sont en train de construire. Ils laissent ainsi volontairement des trous verticaux tous les 1,60 m et tous les 3 mètres à l'horizontale. Il leur suffit ensuite de fixer simplement des poutres dans les trous pour monter un échafaudage évolutif. Une fois le mur érigé, il faut bâtir les portes qui permettront d'entrer dans la ville. Aujourd'hui, l'une d'entre elles est toujours visible. Il s'agit de la porte Auguste. Il s'agit de l'un des 3 principaux points d'entrée de la cité et faisait à l'époque très probablement office de péage urbain. On a une espèce de sas d'ailleurs pour cette porte. On a le côté 2 portes piétonnières, 2 portes pour les charrettes au milieu. Et en fait, donc, les charrettes, par exemple, peuvent rentrer, se retrouver au milieu et qu'il y ait certainement peut-être des droits de douane ou autres qui sont payés pour rentrer dans la ville. Qui dit porte, dit possibilité aussi de lever des taxes sur les voyageurs, sur les marchandises qui rentrent et qui sortent. Et même si on n'a pas de document qui l'affirme, on connaît ça par ailleurs, c'est très probablement une des sources de revenus importantes de la ville. Il faut dire que la cité est idéalement située sur un axe majeur, la Via Domitia, qui relie alors l'Italie à l'Espagne. Une inscription gravée sur le fronton de la porte Auguste nous apporte également une autre information capitale. Cette inscription nous dit que Auguste a donné ses murs et ses portes à la cité, à la colonie latine de Nîmes. On retrouve encore Auguste. On sait que la majorité des monuments de la parure monumentale de la ville a été faite sous cet empereur. Ce qui tend à vouloir dire que Nîmes avait un rôle important dans la région. Cette offrande est donc un gage de confiance et d'attachement d'Auguste envers la colonie de Némosus. Pour remercier l'empereur de sa bienveillance envers la cité, les Nîmois lui vouent en retour une indéfectible loyauté. On en trouve encore le témoignage à travers un autre monument de la ville, la Maison Carrée. Il est clair que la Maison Carrée, c'est une déclaration d'amour. Ça veut dire que les Volsques adhèrent complètement à la famille impériale qui protège Nîmes. C'est le don et le contre-don. Vous me protégez, je vous aime. On le sait par l'inscription qui leur était dédiée aux petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius. Et donc là, il y a encore un lien de la ville de Nîmes particulier avec la famille impériale. Donc tout tourne autour de cette famille. Il y a vraiment quelque chose entre Nîmes et donc Auguste. Ce temple, qui mesure 26 mètres de longueur, 15 de largeur et 17 de hauteur, est aujourd'hui le mieux conservé du monde romain. Il est le dernier vestige du 3e grand programme de construction lancé à Nîmes sous le règne de l'empereur Auguste et le dernier de son vivant en l'an 5 après Jésus-Christ. Le Forum. C'est la place publique, c'est tout un ensemble qui permet à la vie politique et religieuse d'une population de s'exercer. Dans une cité romaine, le centre, c'est le forum. C'est le lieu où on va discuter politique. C'est le lieu où on va se rencontrer. C'est le lieu où on va se draguer. C'est le lieu où on va essayer de faire naître des rumeurs. C'est le lieu où on va aussi pratiquer la religion. C'est un lieu donc multiple. La Maison Carrée est donc le temple du Forum de Nîmes. Sa forme est représentative des codes architecturaux sous le règne de l'empereur Auguste. C'est une espèce d'archétype et de prototype tout à la fois. C'est vraiment le temple romain par excellence. D'abord, c'est le temple romain le mieux conservé que le Panthéon de Rome. Il est inspiré de temples qui ont été édifiés sous Auguste à Rome, donc le temple d'Apollon, le temple de Marsultor aussi. Il est caractéristique par ses rinceaux qui décorent la frise. Donc on est vraiment dans le modèle d'une architecture et d'un décor augustéen qui est repris au niveau provincial, mais de manière très qualitative.
Pour construire ce temple, les Nîmois vont faire face à un défi de taille. Ils vont devoir sélectionner une pierre particulière, capable d'être sculptée dans le détail sans se briser. Il fallait avoir une pierre qui soit extrêmement fine et qu'on puisse fouiller avec le ciseau assez profondément sans qu'elle casse. Et de préférence une pierre blanche. Ils vont trouver une pierre qui va être donc cette fameuse pierre du bois de Lens, qui va être très pratique pour justement sculpter, dû à la finesse de son granulat. Même si c'est pas du marbre, c'est un calcaire très très beau, le calcaire du bois des Lances, qui imite pratiquement le marbre et qui a traversé les siècles et qui fait qu'on a ce monument qui est toujours debout et qui est d'une grande majesté. Cet ersatz du marbre, les bâtisseurs nîmois vont l'extraire à 25 km au nord de la ville. Il va notamment servir à fabriquer les colonnes du temple. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elles ne sont pas constituées d'un seul bloc, mais de plusieurs morceaux cylindriques assemblés, que l'on appelle des tambours. Au départ, le tailleur de pierre va faire des tambours, puisqu'il s'agit de tambours superposés, non pas de monolithes, des tambours qui sont des sections de cylindres. Il faut assembler les pierres au sol pour voir qu'il y a une bonne concordance, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les colonnes sont galbées. Galbées, ça veut dire qu'elles sont arrondies dans le sens vertical, légèrement arrondies. Même si notre œil a du mal à le percevoir, toutes les colonnes de la maison carrée présentent un diamètre légèrement plus large en leur centre. Chaque tambour doit être minutieusement inspecté au sol avant l'assemblage, afin qu'il adopte bien la forme adéquate. Ils sont ensuite assemblés les uns sur les autres pour ériger la colonne finale. Donc il fallait rendre les tambours solidaires entre eux. Et là, chaque tambour d'une colonne sera relié au tambour inférieur par une tige de métal, de fer, qui est engagée à la fois dans une cavité du tambour inférieur et dans la même cavité ad hoc dans le tambour supérieur. Cette fameuse tige de métal, d'une longueur de 15 à 20 cm, sert à aligner sur le plan vertical les tambours entre eux. Et pour sceller les pierres entre elles, les tailleurs de pierre ont même prévu un petit canal pour faire couler du plomb en fusion dans les cavités. Le plomb va couler dans la petite pente de ce canal, remplir la cavité. Le plomb durcit en quelques minutes et les deux éléments sont rigoureusement scellés pour l'éternité. Les tailleurs de pierre ne finalisent la sculpture des cannelures qu'une fois la colonne complètement érigée, afin qu'elle soit parfaitement régulière sur toute la hauteur. Et c'est à ce moment-là qu'il va tailler les cannelures, parce que s'il les taillait à l'avance, il y a très peu de chances qu'il puisse se superposer, évidemment, des cannelures qui sont des détails extrêmement précis, et on aurait évidemment une cannelure décalée par rapport à la cannelure précédente. Les grands chantiers de construction réalisés sous le règne de l'empereur Auguste permettent de marquer considérablement l'urbanisme de la ville et par là même de romaniser les habitants de Nîmes, les Volques aricomiques. Mais pour devenir une colonie modèle, Némosus doit encore se doter de fontaines et de thermes publics qui sont le symbole du mode de vie à la romaine. Pour vivre bien à la romaine, suivant les rites, les habitudes romaines, il fallait avoir de l'eau qui arrive sous pression dans la rue, dans des fontaines et éventuellement dans les thermes, évidemment. Et pour avoir une eau sous pression, pour faire romain, comme à Rome, il fallait un aqueduc. Dans un des Astérix, il y a un chef gaulois qui dit « j'ai fait un aqueduc parce que ça fait romain ». C'est ça, c'est exactement ça. Ce n'est pas réellement une pure nécessité, mais plus un modèle, on va dire, de romanisation parfaite. Les Nîmois se lancent ainsi dans la construction d'un immense aqueduc. Nous sommes plus de 30 ans après la construction de la maison carrée aux alentours de 40 après Jésus-Christ. C'est une autre génération qui prend ça en main, c'est un autre défi qui est encore plus important que les précédents, parce qu'il faut faire une canalisation de 50 km à travers un terrain extrêmement accidenté. Le projet est titanesque. Et les bâtisseurs romains vont devoir faire face à un relief particulièrement hostile.
Uzès-Nîmes, à vol d'oiseau, c'est 25 km. Mais comme c'est que des collines, des gorges et compagnie, donc il a fallu faire un zigzag énorme avec une pente très très faible pour amener de l'eau à Nîmes. On est là vraiment dans des records, on va dire, de ce qu'on peut, à l'époque en tout cas, construire. L'aqueduc fonctionne grâce à la force de gravitation. Pour que l'eau soit acheminée naturellement jusqu'à Nîmes, il faut que les ingénieurs hydrauliques parviennent à maintenir une pente régulière sur tout le long du trajet. Pour qu'un aqueduc soit utilisable et pérenne, il faut pouvoir calculer en fait sa pente. Et pourquoi la pente est très importante? Tout simplement pour pouvoir que l'eau s'écoule suffisamment vite pour ne pas qu'elle stagne et donc qu'elle prenne une odeur ou qu'elle finisse par pourrir. Mais à Nîmes, les ingénieurs vont faire face à une difficulté inédite. Le point de départ de la source se trouve à une altitude de 71 mètres, quand le point d'arrivée, à Nîmes, se situe lui à 59 mètres, soit une infime différence de 12 mètres. Résultat, la pente moyenne est extrêmement faible, à peine 24 cm au kilomètre. Une prouesse pour un ouvrage de cette envergure. Si on se rapporte à 100 mètres de distance, on a une pente de moins de 3 cm. Alors il faut que les gens s'imaginent, 3 cm, c'est à peu près ça, sur 100 mètres. Ça fait très très peu, quoi. Sur d'autres aqueducs comparables, on a plutôt des pentes sur 50 cm au kilomètre, voire 1 mètre au kilomètre. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise de la topographie qui est absolument extraordinaire. Bon, ils n'ont pas de laser à l'époque, ils n'ont pas de GPS. Donc tout ça a été calculé donc, avec des moyens géométriques, techniques qu'ils avaient, mais des moyens, on va dire, qui nous sembleraient rudimentaires. L'outil que les Romains utilisent pour calculer la pente est l'ancêtre de nos niveaux modernes. Il s'agit de la chorobate. C'est une grande planche horizontale avec une rainure au-dessus dans laquelle on mettait de l'eau. Et si le plan n'était pas à l'horizontale, l'eau tombait d'un côté ou dégoulinait de l'autre. Vous comprenez? Donc on mettait des cales et ça permettait de faire des visées parfaitement horizontales. Donc c'est un savoir-faire, une technique qui est assez bluffante de nos jours, puisque c'est quand même, je le rappelle, il y a 2000 ans en arrière. En dessinant le tracé de l'aqueduc, les ingénieurs romains se retrouvent face à une nouvelle difficulté majeure. Le franchissement des gorges du Gardon. Donc là, ils sont confrontés à un élément naturel qu'ils ne peuvent pas gommer. On a une énorme tranchée, donc de 300 mètres de long, 60 mètres de profondeur, qu'il faut traverser. Et donc c'est le défi que vont relever les ingénieurs romains. Ils vont alors imaginer un gigantesque pont à 3 étages d'une hauteur de 48 mètres, soit l'équivalent de la taille de la Statue de la Liberté, et d'une longueur de 360 mètres, ce qui correspond à 5 galeries des glaces du château de Versailles. Ce fameux monument, nous le connaissons tous aujourd'hui comme le Pont du Gard. Il s'agit surtout du plus important ouvrage d'art de l'aqueduc qui alimente à l'époque la cité antique de Nîmes. Le pont du Gard, il est complètement atypique dans cette construction parce que finalement, il va être le seul à avoir une dimension complètement extraordinaire. Il est d'ailleurs le plus haut qui existe encore du monde romain. Ce qu'il y a d'extraordinaire, peut-être pour nous, c'est effectivement le volume de pierre qui va être utilisé, puisqu'on arrive à, je crois, 50 000 tonnes de pierre, rien que pour cet édifice. 50 000 tonnes, c'est-à-dire 5 fois le poids de la Tour Eiffel. Malgré les dimensions gigantesques de l'édifice, les Romains vont réussir l'exploit de terminer sa construction en à peine 5 ans. L'organisation du chantier du Pont du Gard est extrêmement méthodique. Environ 500 personnes travaillent sur le site en permanence. Les Romains, ils n'étaient pas idiots, c'est pas des esclaves qui ont construit le Pont du Gard. Ce sont des ouvriers qualifiés. On a l'impression d'un chantier moderne, mais mis en œuvre il y a 2000 ans. Si on le remet en parallèle avec d'autres, on va dire, chantiers identiques, mais plus tardifs, si on prend le viaduc de Millau, finalement, ils n'ont pas mis moins de temps.
Alors c'est sûr que la hauteur est bien sûr bien plus grande et la distance aussi, mais là on retrouve effectivement la même difficulté avec une technique contemporaine. Rien n'est laissé au hasard par les ingénieurs romains, à commencer par la localisation précise du pont du Gard. L'endroit qui a été choisi, c'est l'endroit du resserrement maximal de la vallée. Le choix finalement était assez limité puisque c'était le seul endroit où la rivière était le plus étroit avec ses deux rochers et permettait justement une assise stable de l'ouvrage. S'ils avaient choisi tout autre endroit, ils auraient été obligés de faire un pont beaucoup plus long et beaucoup plus grand. Une fois l'emplacement choisi, ils vont extraire les pierres nécessaires à la construction du pont dans une carrière située à 700 mètres en aval du chantier. C'est une carrière de pierre qui va permettre la construction complète du pont du Gard, voire même peut-être d'autres ouvrages en amont et en aval du pont du Gard, puisqu'on sait qu'il y a 120 000 mètres cubes de pierre qui ont été utilisés sur cet endroit-là. 120 000 mètres cubes, de quoi remplir plus de 30 piscines olympiques. Pour détacher un bloc de la roche, le carrier creuse avec un pic en fer d'étroites tranchées tout autour de la pierre. Une fois cette tranchée délimitée autour du bloc, là, il creuse des trous, qu'on appelle des emboîtures, pour disposer les coins de fer qui vont permettre de séparer horizontalement le bloc à sa base pour le détacher de la masse rocheuse. Et plus la roche est dense, plus elle est dure, plus le système est efficace. Puis le carrier frappe avec une masse sur les coins de fer, ces sortes de cales, jusqu'à ce que le bloc finisse par se décoller de son socle rocheux. Ensuite, les pierres sont acheminées au pied du chantier pour être taillées. On pouvait utiliser effectivement le flottage, c'est-à-dire l'utilisation d'un radeau ou d'un chaland qui était halé depuis le rivage, bien entendu, mais il y avait aussi une voie terrestre. Donc on avait aménagé des voies de carrière, les carraria, qui permettaient, à l'aide de chariots, tout simplement, tirés par des bœufs, qui sont les animaux les plus puissants utilisés depuis toujours, pour conduire ces matériaux au lieu de la construction de l'édifice. Et tout l'intérêt ensuite, au pied même du monument, va être de façonner le bloc afin que le montage, l'assemblage soit au plus rapide et au plus efficace possible. Les pierres sont ensuite assemblées les unes sur les autres pour former la structure du pont. Pour les 2 premiers étages, les pierres choisies sont massives. Elles pèsent en moyenne entre 1 et 6 tonnes. Elles forment ce que l'on appelle le grand appareil. Ces gros blocs de pierre ne peuvent pas se monter comme ça à dos d'homme. Vous êtes nécessairement obligé d'utiliser un système d'engin de levage. Ce sont les grues de l'Antiquité, en quelque sorte. Ils ont utilisé les roues écureuils, comme les gamins ont avec les hamsters, mais sauf que là, on va y mettre un bonhomme à l'intérieur, et qui étaient parfois doublés, et qui permettaient de lever des charges parfois incroyables, de plusieurs tonnes. Pour soulever les blocs de pierre avec leurs grues, les Romains utilisent au pont du Gard un système d'attache bien spécifique, la louve. La louve n'est pas un moyen de levage, mais un moyen de préhension, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Il y a un trou qu'on met à la surface du bloc, on y met un objet trapézoïdal dedans, puis ensuite on met des clavettes latérales qui font que l'objet ne peut plus sortir. Donc on peut le soulever avec le bloc qui vient avec. C'est pour accrocher la pierre, pour éviter d'entourer la pierre avec des cordes, comme ça se faisait parfois, parce qu'au moment où on pose la pierre, des blocs de plus d'1 tonne, on coince les cordes dessous, bon, ça pose quelques petits problèmes. Les Romains assemblent ensuite les énormes blocs de pierre, les uns sur les autres, mais sans aucun liant ou mortier. La structure de l'édifice repose donc intégralement sur la parfaite taille des joints et sur le poids des pierres. Ce qui peut nous sembler extraordinaire, c'est que ces pierres énormes vont être sculptées, parfaitement sculptées, et que les pierres qui vont venir par-dessus vont correspondre pratiquement au millimètre près avec la pierre qui est en dessous. Ils ont réduit les surfaces des joints à point qu'on ne peut pas y passer une feuille de papier de cigarette, si vous voulez, même une lame de rasoir. Donc c'est parfait, on n'a pas besoin de mortier. Et donc ça limite les différents corps d'état sur le chantier. Il y a des tailleurs de pierre, un point c'est tout.
Et pour arriver à ces joints parfaits, les ouvriers utilisent une méthode bien spécifique. Donc il faut roder le bloc. On lui faisait faire un coup en avant, un coup en arrière, un coup en avant, un coup en arrière, exactement à la place où il allait être posé, où il devait être définitivement. Et à ce moment-là, le bloc du dessus s'use sur le bloc du dessous. C'est une technique qui permet d'assurer une planéité parfaite. On va permettre une stabilité, une sorte de colle, on va dire naturelle, qui va se faire entre les deux façades des deux blocs différents. Pour roder les pierres entre elles, il faut stabiliser les blocs entre eux sur le plan horizontal. Et là encore, les ingénieurs élaborent une technique imparable. On va quand même devoir attacher les blocs les uns avec les autres. Et on va utiliser un système d'attache en bois que l'on appelle des tenons et qui vont permettre de rentrer à l'intérieur d'un bloc et puis aussi dans son voisin. Et avec un système comme une sorte d'agrafe en quelque sorte qui a la forme d'une double queue d'hirondelle, eh bien ce système va s'accrocher et éviter comme ça que les deux blocs ne bougent. Il s'agissait de systèmes de sécurité qui empêchaient le moindre mouvement entre les différents blocs. Une fois les piliers érigés, il reste à construire les voûtes du pont. Et pour former ces fameux arcs, les Romains réalisent d'abord des coffrages en bois en forme de demi-cercle que l'on appelle des cintres. C'est un coffrage qui permettait de poser provisoirement, tant que la voûte n'était pas fermée, de maintenir les blocs en place de manière à ce que ça ne bouge pas. Il a une structure extrêmement robuste parce qu'il supporte une charge considérable. Le cintre, il fait partie momentanément, durant un temps éphémère, de la construction de l'édifice lui-même. Il va devoir supporter des charges très pesantes. Et par-dessus, on va pouvoir poser les blocs de pierre qui sont souvent taillés en forme de trapèze et qui s'emboîtent les uns derrière les autres. Avec, très souvent, au zénith, en quelque sorte à midi, comme pour une horloge, vous allez vous retrouver avec ce que l'on appelle la clé de voûte. Cette clé de voûte, c'est la pièce centrale qui fait tenir toute la structure et permet une bonne répartition des charges sur les deux piliers. Une technique que les Romains ont utilisée à grande échelle lors de la construction du pont du Gard. Au premier étage, chaque arche se compose de 4 petites voûtes identiques collées les unes aux autres. Au deuxième étage, c'est le même principe, mais avec seulement 3 voûtes. Et ce système ne doit rien au hasard. Vous créez votre voûte et vous positionnez un arc derrière l'autre. Et en dehors de l'arche qui enjambe la rivière, bien sûr, toutes les autres voûtes vont être en série en quelque sorte. Donc on va réutiliser un cintre de la dimension identique et ainsi de suite, on positionne et on continue la construction. C'était une manière, effectivement, ce système de préfabrication en série, en quelque sorte, de travailler plus efficacement. Et évidemment, ça coûtait beaucoup moins cher. On est arrivé à stéréotyper la construction de l'aqueduc. Quelques éléments toujours visibles sur le pont du Gard attestent de cette construction à la chaîne. Sur certaines pierres des arches, on distingue encore des numéros qui correspondent à la place précise où elles devaient être posées dans la voûte. Et ce n'est pas le seul avantage de cette technique de construction. Pour éviter l'effondrement de cette voûte, eh bien, on va avoir toujours 3 arcs avec 3 clés de voûte qui vont permettre de maintenir cette stabilité. Si jamais l'un des arcs s'effondre, eh bien, on peut remonter avec un cintre l'arc manquant. Les ingénieurs romains ont donc prévu des solutions pour pouvoir remettre en service le plus rapidement possible cet ouvrage. Mais également pour affronter les pires catastrophes naturelles, telles que les crues dévastatrices du Gardon. Toutes les crues du Gard qui ont été dévastatrices, et il y en a eu un certain nombre, une des plus importantes, l'eau passait par-dessus le parapet du pont actuel, donc du premier niveau. Donc les gens qui ont visité le pont du Gard peuvent s'imaginer la hauteur de cette crue. Il y a beaucoup d'édifices qui n'auraient pas résisté. Le pont du Gard n'a pas bougé, ne serait-ce que de 2 mm. Pour parer aux crues, d'énormes blocs de pierre de forme trapézoïdale que l'on appelle des avant-becs sont placés à l'avant des piles du premier étage du pont. L'avant-bec permet de séparer les eaux
et d'éviter que l'eau tape frontalement sur une pile. Une pile, c'est un obstacle. Donc si on les fait un avant-bec, l'eau se sépare. Ce système de pointe, comme l'avant d'un bateau en fait, vont faire dévier les déchets, les gravats, les morceaux de bois qui sont amenés par la crue et évitent comme ça d'abîmer ou d'entamer, on va dire, la solidité et la stabilité du pont. Avec le pont du Gard, on retrouve tout le génie architectural de la construction romaine. Un savoir-faire qui permet d'ériger des monuments capables de traverser les millénaires. Ils en sont eux-mêmes très fiers parce que dès l'époque, ils comparent les aqueducs aux pyramides. En disant finalement, nous Romains, on fait des choses aussi extraordinaires que les pyramides, sauf que les pyramides, du point de vue romain, ça sert à rien, tandis que les aqueducs, ça sert. Une fois pleinement opérationnel, l'aqueduc apportait sur la cité de Nîmes environ 35 000 mètres cubes d'eau par jour. De quoi remplir d'eau l'Arc de Triomphe. Il y a un aspect démesure qu'ont les Romains, donc les Romains ne savent pas faire petit. Donc là, l'alimentation en eau, elle est démesurée même par rapport aux nécessités de la consommation. Mais quelque part, ça fait riche. Ça veut dire qu'on est dans un pays qui est aride, un pays qui est très chaud, avoir de l'eau qui jaillit de tous les côtés. Pour les visiteurs qui sont nombreux à venir à Nîmes, qui passent par la voie domitienne, ça prouve, comme l'enceinte, comme le forum, ça prouve qu'on est dans une ville importante, une ville riche. Donc imaginez un petit peu toute cette eau, ce gaspillage même d'eau qui pouvait se faire sur la cité, sachant que c'est l'équivalent aujourd'hui à peu près de la consommation aussi de la ville. C'est énorme. La ville de Nîmes compte aujourd'hui plus de 150 000 habitants quand la cité antique n'en comptait pas 20 000. Rapportée au nombre d'habitants, la consommation en eau des Gallo-Romains était donc 7 fois supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc une fois que l'eau est arrivée à Nîmes, c'est un premier défi. Il y en a un second qui est important, c'est de distribuer cette eau dans une ville qui doit s'étendre sur une centaine d'hectares. Donc ça veut dire des tranchées, ça veut dire des canalisations, ça veut dire des tuyaux en plomb et surtout un élément répartiteur, donc c'est le Castellum, qui est un monument exceptionnel que Nîmes a conservé. Il y a dans ce monument deux fonctions, une accumulation qui n'est pas très grande d'un certain nombre de litres d'eau et ensuite surtout sa distribution. Donc c'est une chambre de distribution essentiellement. Donc distribuer, ça veut dire donc répartir. C'est un bâtiment extrêmement intéressant car il nous donne une idée de la complexité du système de distribution d'eau à l'époque romaine. Le Castellum de Nîmes est en quelque sorte l'ancêtre de nos châteaux d'eau. Un ouvrage exceptionnel car il est, avec celui de Pompéi, le dernier monument de ce type encore visible. Situé à une hauteur de 59 mètres, il était chargé d'alimenter les quartiers de la ville en dessous de cette altitude, par l'un des 10 tuyaux de distribution. Et donc, l'eau va partir vers des destinations qui étaient probablement indiquées à l'intérieur du bassin. Chez les Romains, la distribution, normalement, se fait en fonction donc des priorités. C'est-à-dire que la priorité première, normalement, c'est les fontaines publiques, où tout le monde peut aller s'abreuver, quelle que soit la période de sécheresse. Ensuite, vous avez également assez rapidement l'approvisionnement des thermes, qui consomment beaucoup d'eau, thermes publics, bien entendu. Et ça n'est qu'en dernier lieu que l'on se préoccupe, en quelque sorte, de pourvoir les habitations privées en eau. Le Castellum est également relié au réseau d'égouts de la ville, comme en attestent les 3 tuyaux situés au fond du bassin. Ces tuyaux sont fermés par des clapets que les Romains ouvrent régulièrement pour nettoyer les égouts. Et donc, régulièrement, pour éviter les maladies, eh bien, ils envoyaient des coups de pression, comme on peut l'avoir encore aujourd'hui d'ailleurs, pour chasser toute la boue ou les excréments, en tout cas tout ce qui aurait pu provoquer des maladies. C'est comme votre chasse d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau à forte pression qui rentrait à l'intérieur et qui allait nettoyer donc l'intérieur des égouts. Avec l'aqueduc et le Castellum, les Romains vont maîtriser l'apport et la répartition de l'eau dans la ville. Petit à petit, ils façonnent la ville de Nîmes telle une vraie cité romaine.
Dès 80 après Jésus-Christ, ils vont d'ailleurs lancer un nouveau chantier. Pour ressembler toujours plus à Rome, les ingénieurs se lancent dans la construction d'un immense amphithéâtre en pierre inspiré du Colisée. Effectivement, quand la capitale se met à faire cela, on se dit bien évidemment, on ne peut pas faire autrement que faire pareil pour être romain. Un élément important de la Roman Way of Life, c'est le spectacle. Alors des spectacles, les Nîmois en ont eu dès l'époque romaine. Il y a eu des théâtres qui ont été édifiés ici comme ailleurs, mais après le cran au-dessus, c'est d'avoir un amphithéâtre. C'est évidemment une marque ostentatoire, et l'amphithéâtre va marquer là aussi cette nouvelle étape dans la puissance, la majesté, encore une fois, de Nîmes. Mais au-delà du prestige, les Nîmois vont construire leur amphithéâtre afin d'accueillir les fameux combats de gladiateurs. Des combats souvent assimilés à de la barbarie, alors que la réalité est bien différente. Souvent, les gens et les péplums représentent les gladiateurs comme de pauvres hères qu'on pousse là comme de simples esclaves, perdus, obligés, malheureux de combattre pour ces cruels Romains. Non, ça, c'est totalement une image d'Épinal, une caricature qui n'a pas lieu d'être. Les Romains, ils veulent pas voir un type qui tremble, qui court, qui hurle, qui appelle sa maman ou son père et qui va se faire égorger. Ils s'en fichent de ça, ils veulent pas voir ça. Ils veulent voir un combat. À l'époque de l'amphithéâtre de Nîmes, les gladiateurs ne sont donc pas des esclaves, mais des athlètes surentraînés qui ont choisi cette vocation. Comme les Romains veulent de beaux combats, il est évident que ceux qui vont combattre sont des professionnels qui s'engagent pour ça, qui décident volontairement, alors on va dire de se vendre, on va dire plutôt de se louer comme esclaves à temps partiel pour devenir gladiateurs. En contrepartie des risques qu'ils prennent dans l'arène, les gladiateurs sont adulés comme des stars. Ces hommes-là, et ces femmes parfois aussi, il y a quelques gladiatrices, ces hommes sont vénérés comme des dieux du stade. On vient voir les gladiateurs comme on va voir Zidane ou un grand footballeur. C'est ça qu'on va voir. Donc vous allez me dire, oui mais bon, ils perdent leur liberté. Oui mais si vous êtes libre, pauvre dans la rue, quel intérêt? Vous êtes esclave, mais riche et célèbre. Ça compense. Et afin d'accueillir ces stars de l'Antiquité, il faut un stade qui dispose de toutes les infrastructures capables de recevoir un public de masse. L'amphithéâtre à Nîmes est une concentration, encore une fois, une quintessence de tout ce que les Romains savent faire. Donc c'est vraiment l'aboutissement de 150 ans de réflexion architecturale. Donc on peut dire que c'est une perfection pratiquement de l'amphithéâtre. Et donc Nîmes, vers 100 après Jésus-Christ, on est là vraiment au summum, on va dire, de l'architecture du spectacle chez les Romains. La première innovation architecturale de l'amphithéâtre, c'est sa forme en ellipse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'arène de Nîmes n'est pas ronde, mais ovale. Une forme que les Romains ont découvert à partir du rectangle de la place du Forum auquel ils ont coupé les angles. Ce tracé singulier présente bien des avantages. On estimait que c'était la meilleure forme qui permettait à tous de voir de la manière la plus parfaite possible. Cette forme circulaire que l'on voit, qu'on embrasse d'un seul coup, facilement, permet d'avoir sous les yeux tout le spectacle là. On n'a aucune difficulté à le voir. Ce sont des conditions d'observation idéales. Mais faire une ellipse comme ça, c'est pas simple. En effet, l'ellipse est une forme géométrique complexe difficile à adapter à la construction de monuments. Il n'est pas difficile d'en tracer une à partir de 2 foyers, mais il est impossible d'en tracer d'autres parallèles, de plus en plus grandes, à partir des mêmes foyers. En d'autres termes, plus on agrandit le tracé de l'ellipse à partir des mêmes foyers, plus l'ellipse adopte la forme d'un cercle. Ce changement de forme rend donc impossible la construction du monument. Pour résoudre ce problème géométrique, les ingénieurs vont alors tracer leur ellipse à partir de 4 arcs de cercle raccordés les uns aux autres. Les 2 arcs de cercle dans la longueur, ainsi que les 2 autres dans la largeur, sont parfaitement symétriques.
Toutes les courbes de l'amphithéâtre ne sont pas des ellipses, mais des pseudo-ellipses. Des ellipses faites de segments de cercles raccordés. C'est ça l'intérêt. Donc le tracé de base de l'amphithéâtre est très important pour cela. Le chantier peut être maintenant maîtrisé. Une fois le tracé de l'amphithéâtre effectué, les ingénieurs peuvent se lancer dans la construction du monument. Avec l'amphithéâtre, on retrouve toutes les techniques de construction que les Romains ont utilisées pour le pont du Gard. Et notamment le principe de la voûte à grande échelle, puisque les 2 premiers étages du monument sont composés de 60 arcades. La voûte est utilisée dans l'amphithéâtre pour les mêmes raisons qu'elle est utilisée ailleurs, bien sûr pour l'économie des matériaux, naturellement, et pour sa solidité aussi. En particulier dans ce type de monument qui est arrondi. Donc la voûte renvoie les poussées latéralement, et donc c'est une boucle fermée, donc tout s'annule. Toutes les poussées s'annulent l'une contre l'autre. La fonction des voûtes, outre le côté architectural, il y a un côté à la fois de ventilation, mais il y a surtout un côté pratique, d'entrée et de sortie. Toutes les voûtes correspondaient en fait à un type d'escalier et un circuit pour se rendre qui au premier niveau de gradin, l'autre au deuxième, au troisième, au quatrième. Ça permettait aux gens d'accéder facilement, mais surtout de sortir très facilement. Ce système de portes est l'ancêtre de ce que nous retrouvons aujourd'hui dans nos stades les plus modernes. D'ailleurs, les dimensions de l'édifice sont proches de ce que l'on construit toujours aujourd'hui. 133 mètres de long et 101 de large, ce qui correspond à un peu plus d'un tiers du Stade de France. L'amphithéâtre de Nîmes pouvait ainsi accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs. Un amphithéâtre pose les mêmes problèmes de fonctionnement qu'un stade aujourd'hui. C'est-à-dire il faut arriver à mettre les gens le plus vite possible à l'endroit précis où ils doivent se trouver. Les Romains ont trouvé des solutions architecturales, c'est ces galeries, c'est ces arches, c'est ces vomitoires qui permettent de remplir et surtout de vider l'amphithéâtre très rapidement avec un minimum de bousculade, un minimum de risque justement de panique et de choses qui pourraient entraîner des drames. Pour maîtriser au mieux les mouvements de foule, un ingénieux et complexe système de circulation est imaginé. Il est composé de nombreux escaliers et de galeries spacieuses qui débouchent dans les gradins, les fameux vomitoires. Et pour rejoindre leur place, les spectateurs disposent même d'un ticket d'entrée, un jeton en terre cuite ou en métal que l'on appelle la tessera. Vous présentez le jeton et hop, on vous expédie vers votre place sans qu'il y ait de confusion. C'est comme aujourd'hui au théâtre de l'Orange, si vous allez à un spectacle d'opéra ou autre, vous allez être guidé vers votre place. Le chemin est balisé. Il est sûr et certain que celui qui rentre pour aller au 4e étage, au 4e gradin, il ne va pas croiser, en tout cas en théorie, il ne peut pas croiser celui du 3e, ou celui du second, ou celui du 1er. Chaque gradin et chaque place sont également signalés par un marquage. Certaines de ces marques sont d'ailleurs toujours visibles dans les gradins. Il s'agit de ces traits qui indiquent chacun un groupe de places. C'est un des rares monuments, et c'est sans doute le seul amphithéâtre, qui possède encore des traces de la signalétique à l'intérieur. Les gradins sont divisés en 34 rangs et en 4 parties appelées mainiana. Elles sont séparées les unes des autres par un petit muret. Cette démarcation a alors pour objectif de cloisonner les différentes classes sociales de la Nîmes antique. En bas, effectivement, on avait les édiles de la ville, pourquoi pas le gouverneur de province qui pouvait venir, tous les notables, mais aussi les membres des corporations, les membres du clergé, certainement, devaient avoir leur place privilégiée dans la partie basse. Et plus on montait, plus on s'éloignait de la richesse, du pouvoir. Les plus puissants en bas, les hommes surtout, et les moins en moins puissants vers le haut, pour finir par les femmes, les esclaves et les enfants au dernier étage. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à l'amphithéâtre, parce que les femmes sont mélangées aux hommes dans tous les autres spectacles. Et pour satisfaire toujours plus les foules, les architectes du monument ont pensé au confort des spectateurs.
Dans le sud de la France, en plein été, il peut faire très chaud. Et sur les gradins, la température peut facilement monter à 40 degrés sans difficulté à midi. Donc il fallait protéger les spectateurs. Et notamment, ils avaient fait un système avec des toiles repliables, des mâts qui étaient sur l'extérieur, et tout un système de cordage, de poulies et de manivelles pour ouvrir ou fermer ces voiles. Donc il faut imaginer l'amphithéâtre d'aujourd'hui avec encore 11 mètres quasiment de hauteur, entre 11 et 15 mètres de hauteur, grâce aux poteaux en bois qui permettaient de tendre cette toile pour protéger le public du soleil. Ce fameux système s'appelle le vellum. Il correspond à la version antique des toits rétractables de nos stades d'aujourd'hui. Pour faire fonctionner cet ingénieux système, des hommes avec un savoir-faire bien spécifique sont recrutés. C'était des gens de la marine à Rome qui manipulaient ça. Pourquoi des gens de la marine? Parce qu'ils étaient habitués au cordage, attention des cordages, lancer et attraper des voiles, etc., etc. On ne tendait pas le vellum tout le temps, ça coûtait une fortune de tendre le vellum. Ça nécessitait du matériel, ça nécessitait surtout du personnel. Et c'était très compliqué. Afin que les spectateurs puissent passer une journée complète au sein de l'amphithéâtre, les architectes vont également installer plus d'une centaine de latrines. Seules quelques-unes d'entre elles sont encore observables aujourd'hui. Elles sont les témoins de l'ingénieux système mis en place par les Romains pour évacuer les urines. Ces urines tombaient dans des canalisations qui aboutissaient dans un drain qui se trouvait sous les arcades extérieures de l'amphithéâtre. Et les liquides tombaient au milieu de tout ça et s'évacuaient, notamment en s'évaporant. Ce fameux drain fonctionne comme un vide sanitaire. Sous les dalles de la galerie extérieure, les Romains créent un espace vide d'environ 1,50 m, qu'ils comblent avec des déchets de taille du chantier. Ainsi, les urines ne remontent pas à la surface et finissent par s'évaporer. Bien entendu, le problème majeur, c'était les odeurs, mais les Romains y avaient pourvu également, puisqu'ils avaient fait au-dessus une dalle bétonnée d'une certaine épaisseur qui empêchait à toute odeur de pouvoir remonter dans les couloirs. Toujours pour le confort des spectateurs, le monument est conçu afin de parer aux pires conditions climatiques, tels que les violents orages qui inondent régulièrement la région. Les Romains savaient qu'il allait avoir les jours d'orage, un véritable Niagara qui dévalait les gradins, puisque l'ensemble est complètement étanche. Il fallait évidemment prévoir l'évacuation de cette masto formidable. Donc, il a fallu une adaptation des Romains à ce type de climat. Sur le plan technique, il s'agit d'un bâtiment qui possède une excellente organisation pour la collecte et l'évacuation de l'eau. Le système de gestion des eaux de l'amphithéâtre est donc extrêmement perfectionné. À commencer par les gradins, qui fonctionnent comme un entonnoir géant. Les gradins constituaient en quelque sorte le toit de l'édifice. Donc cette eau tombait sur les gradins, passait d'un gradin à l'autre, et il fallait la récolter au bout. Le principe était simple, c'est qu'il fallait séparer cette eau pour l'amener à des points différents et l'évacuer séparément. Donc on a utilisé quelque chose qui était existant, c'est-à-dire la division des gradins telle que les Romains l'avaient conçue pour séparer les classes sociales. Pour récupérer l'eau de pluie, les ingénieurs se servent des petits murets qui marquent la délimitation entre les différents groupes sociaux. Ces murets permettent de rediriger l'eau dans des avaloirs, de simples trous reliés à des canalisations. Puis l'eau est ensuite évacuée dans un égout spécial situé sous les gradins. Au centre de l'amphithéâtre, on trouvait une canalisation qui est la plus importante, qui constitue le ventre de ce système d'écoulement des eaux. C'est à l'intérieur donc de cette canalisation qu'arrivaient toutes les eaux des gradins. Cette fameuse canalisation est composée d'un ensemble de 24 chambres comme celle-ci, qui disposent chacune d'un grand bassin dans lequel l'eau est recueillie.
Grâce à ces bassins, on va canaliser, on va minimiser l'importance donc des précipitations. On a ce qu'on appelle des bassins de rétention, c'est-à-dire ça retient l'eau pour pas qu'il y en ait trop qui arrivent au même moment, au même endroit, et que ça fasse des engorgements. Une fois que l'eau finit par remplir ces bassins, il y a un système d'écrêtage. Et c'est le surplus d'eau qui va commencer à couler dans l'égout et qui va être expulsé. Cet égout principal permet donc d'évacuer l'eau qui s'écoule sur les gradins. Un second égout disposé tout autour de l'arène permet d'éviter que celle-ci ne se retrouve inondée. La construction de l'amphithéâtre de Nîmes à la fin du 1er siècle de notre ère marque vraiment la dernière étape du programme de colonisation de cette cité. À cette époque, le prestige de la ville est à son apogée. Mais ce rayonnement sera de courte durée, car moins d'un siècle plus tard, la colonie romaine de Nîmes connaît un déclin rapide et inexorable. Durant les premières années du IIIe siècle, la ville de Nîmes perd quasiment les 3/4 de sa population. Seuls les abords de l'amphithéâtre restent encore habités. Le paradoxe, c'est peut-être cet abandon précoce, ce déclin profond qui va sauver les monuments. Parce que dans des villes où on va avoir une continuité de l'activité, on va dévorer ces monuments. On va prendre les pierres, elles sont taillées, elles sont là, c'est des monuments qui ne servent plus. Donc on va les réutiliser pour faire autre chose. À Nîmes, on n'a pas ce besoin-là et donc pendant des siècles, ces monuments vont rester en place. Aujourd'hui encore, la ville de Nîmes compte certains des monuments romains les mieux conservés au monde, tels que la Maison Carrée, l'amphithéâtre ou encore le pont du Gard. Ce patrimoine inestimable a parcouru les siècles pour parvenir jusqu'à nous 2000 ans plus tard. Un ensemble architectural qui reste l'un des principaux témoins du génie des bâtisseurs romains.